Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Une frange de l'opposition malienne et une partie de la société civile émettent des doutes quant à la feuille de route gouvernementale qui fixe le cap de la transition. Mais les délais pour un retour à un ordre constitutionnel normal seront respectés, affirme l'exécutif. La Zambie sous haute tension à quelques jours des élections. La présidentielle et les législatives se tiendront le 12 août. L'armée est mobilisée pour contenir les violences à l'approche du vote. Le ministère soudanais de l'énergie en discussion avec les autorités éthiopiennes concernant l'achat de 1000 MW d'électricité, un achat indispensable pour le Soudan confronté à une vague de délestage. Mais avant de développer ces titres, d'abord ces affrontements ce vendredi à Marebougou dans la région de Mopti au centre du Mali entre chasseurs et présumés terroristes, affrontements qui auraient fait 7 morts. Le bilan fait également état de plusieurs blessés évacués vers le centre de santé de Djenné, mais aussi vers l'hôpital Somminé Dolo de Mopti. Questionnement et doute au Mali sur la durée de la transition près d'une semaine après l'adoption du plan d'action gouvernemental du Premier ministre Choguel Maïga. En effet, de nombreuses questions restent en suspens. Beaucoup se demandent si les délais pour un retour vers un ordre constitutionnel normal seront respectés. Mildred Yamou, Joël Ballot. Le retrait des troupes françaises du Mali complique le processus de transition politique. Une feuille de route du gouvernement de transition a récemment été adoptée pour tenter d'apaiser les tensions qui règnent dans le pays. Cette feuille de route devrait aider à améliorer notamment la situation sécuritaire, politique et économique du pays. L'adoption de la feuille de route du gouvernement est une avancée importante, feuille de route qui met l'accent sur 4 secteurs majeurs prioritaires pour le gouvernement. 1. La sécurité, vous vous imaginez. 2. Les questions des réformes politiques et institutionnelles. 3. L'organisation des élections. Et puis 4. La bonne gouvernance, la réduction du train de vie de l'État et la lutte contre la corruption. Le gouvernement malien est actuellement engagé dans la refondation du pays en promouvant le dialogue, l'apaisement et le consensus. Pour les autorités, une approche consensuelle est nécessaire pour œuvrer au redressement et à la stabilité du pays ainsi qu'au rétablissement de la coopération internationale. Aujourd'hui, à la diplomatie, il y a des attentes fortes de notre pays, de notre population, parce que le Mali, comme vous le savez, est sous suspension de la CEDEAO, de l'Union africaine. Donc notre premier objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait davantage de solidarité exprimée par nos voisins, par la région et par la communauté internationale vis-à-vis du Mali, mais qu'il y ait aussi plus de compréhension par rapport aux événements qui se sont passés en août, mais aussi ce qui s'est passé récemment au mois de mai, pour que nous puissions aborder ces questions avec de réalisme, pragmatisme, et l'effort de rectification qui est en cours s'inscrit dans ce cadre-là. Des sanctions politiques, économiques et sécuritaires pèsent toujours sur le Mali depuis le putsch de 2020 et l'investiture du colonel Assimi Goïta comme président le 7 juin 2021. Avec la crise politique et sécuritaire qui persiste, des observateurs sont sceptiques sur le respect du calendrier électoral, alors que des garanties d'un scrutin présidentiel en février 2022 ont été déjà données. Dans l'actualité également, le parti tunisien Ennahda qui dénonce, je cite, des décisions arbitraires qui portent atteinte aux droits et libertés, notamment la liberté de circulation et la liberté d'expression. Déclaration suite au placement en résidence surveillée d'Anouar Marouf, ancien ministre et dirigeant du mouvement Ennahda, mais aussi de magistrats et de certains activistes et personnalités politiques. Ennahda exhorte le président de la République, Kais Saied, à lever ces mesures. À quelques jours des élections générales, la Zambie est sous haute tension. Le scrutin devrait se jouer entre le président sortant Edgar Lungu et Hakainde Hichilema, le chef de l'opposition qui se présente pour la 6e fois. Le scrutin se tient le 12 août et à quelques jours du vote, on note une montée des violences malgré un déploiement militaire sans précédent. Nathalie Mo.
Malgré le déploiement de l'armée pour amener la sérénité en Zambie, le climat préélectoral reste tendu. 2800 policiers supplémentaires ont été dépêchés dans cette province du pays avec pour ordre d'assurer la sécurité pendant le vote prévu le 12 août 2021. En Zambie, les affrontements se multiplient entre militants du Front populaire au pouvoir et ceux du Parti unifié pour le développement national, principale formation de l'opposition. Les plus violents ont fait 2 victimes le 30 juillet 2021. Connaissant le passé trouble de la Zambie, il sera question de pacifier cet environnement pour éviter une flambée de la radicalité des forces en présence, qu'elles soient gouvernementales ou de l'opposition. Des médias zambiens informent que la campagne électorale de l'opposition est perturbée par les forces de l'ordre. Les déplacements des candidats sont restreints, les militants dispersés à coups de gaz lacrymogène. Selon les autorités, l'opposition bafoue les mesures contre la propagation du Covid-19 lors des rassemblements. L'environnement sociopolitique en Zambie est contaminé par un ensemble de facteurs en présence qui, mélangés, peuvent donner lieu à une cristallisation de l'ambiance sociale avec des répercussions sur la stabilité au sein du pays. Des observateurs craignent une escalade au regard des précédents épisodes électoraux dans le pays. La Zambie est familière des violences préélectorales. C'était déjà le cas en 2016 lors du scrutin remporté à 50,4% des suffrages par le président Edgar Lungu contre 47,6% pour son rival Hakainde Hichilema. Des résultats contestés par l'opposant qui essuyait alors son 3e échec lors d'une élection présidentielle. Le secteur électrique est fortement perturbé au Soudan. Conséquence, les populations font face à une série de délestages ces dernières semaines, ce qui bouleverse la vie quotidienne. Alors, face à cette situation, le Soudan se tourne vers l'Éthiopie. Des pourparlers sont en cours entre les deux pays pour que le Soudan puisse acheter à son voisin 1000 mégawatts d'électricité. Corinne Oné. Le Soudan et l'Éthiopie sont en pourparlers pour l'achat de 1000 MW d'électricité. Le ministre soudanais de l'énergie et du pétrole, l'ingénieur Jaden Ali Obeid, a révélé que des experts de l'autorité éthiopienne de l'électricité se sont rendus à Khartoum en juillet dernier pour mener l'étude nécessaire sur la construction d'une ligne électrique. Dans le même sens, des experts du Soudan se rendront bientôt en Éthiopie pour reprendre les pourparlers à cet égard. Le rapprochement entre le Soudan et l'Éthiopie est une avancée réelle dans le cadre de la coopération sud-sud. Nous savons déjà le contentieux qui existe dans la gestion du barrage en tant que tel. Et nous pouvons comprendre déjà que l'Éthiopie est arrivée à l'évidence que l'Égypte, à travers le durcissement de sa position, ne pourra jamais adhérer à son projet, notamment communautaire concernant la gestion du barrage du Nil. Raison pour laquelle aujourd'hui vous avez un rapprochement entre l'Éthiopie et le Soudan. Et en divisant, on peut mieux régner. Cette consultation se tient au moment où l'Éthiopie entame la seconde phase du remplissage du méga-barrage que ce pays construit sur le Nil bleu. Avec une puissance installée de 6450 MW d'électricité, le grand barrage de la Renaissance est à l'origine d'interminables tensions entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Les deux derniers pays craignent que la retenue d'eau ne prive leur population d'une source d'eau essentielle à leur survie. Pour l'Éthiopie, ses ambitions d'autosuffisance énergétique sont un élément clé du développement du pays. Sans l'énergie, aucun développement n'est possible. L'Éthiopie a toujours besoin de son énergie. Si nous parvenons alors à réunir tous ces différents protagonistes autour d'une table, il est évident que l'Égypte, qui continue de radicaliser sa position, on pourrait assister dans les mois qui viennent à un fléchissement en tant que tel. Car l'Égypte, plus que le Soudan et même l'Éthiopie, a même plus besoin de ce barrage qui doit pouvoir amorcer son programme décennal de développement dans la vision 2035 que le maréchal Al-Sisi a incarné depuis son accession au pouvoir en tant que tel. À l'heure actuelle, l'Éthiopie fournit 10% des besoins d'électricité du Soudan, soit environ 200 MW. Outre le Soudan du Sud serait sur la liste des demandeurs d'électricité de l'Éthiopie. Le gouvernement kényan table sur une croissance de 6,6% en 2021 contre 0,6% en 2020, une reprise économique qui devrait donc être relativement importante grâce à un environnement macroéconomique qui serait beaucoup plus stable, soutiennent les autorités malgré l'impact économique de la crise sanitaire. Mildred Diamou.
Malgré une année 2021 caractérisée par des incertitudes dues au coronavirus, l'économie kenyane va connaître une croissance élevée. Selon les données gouvernementales publiées le 5 août 2021, la croissance économique du Kenya devrait se chiffrer à 6,6% en 2021 contre seulement 0,6% en 2020. Ceci représente l'une des croissances les plus élevées en Afrique pour l'année 2021. Les prévisions de croissance du Kenya en 2021 sont réalistes et sont basées sur la spécificité de l'économie kenyane face à un environnement assez morose en 2020. Cela est dû au fait que les lendemains, la situation post-Covid est très avantageuse pour le Kenya parce que le Kenya a une économie hub, c'est-à-dire le Kenya a une économie qui draine toutes les économies de l'Afrique de l'Est et profite du décollage de ces économies et avec un effet multiplicateur qui fait profiter encore plus l'économie kenyane que les autres pays environnants. Les données précisent que cette reprise sera soutenue par un environnement macroéconomique stable ainsi que par les investissements en cours dans le programme de développement national Big Four Agenda. Les conditions météorologiques favorables et la hausse des exportations de cette année permettront également de soutenir la production agricole du pays. Le Kenya a le port de Mombasa qui est le poumon de toute l'Afrique de l'Est et le Kenya a une économie assez diversifiée qui a été un peu en berne pendant la situation de la crise Covid en 2020 mais qui devrait logiquement décoller de façon assez exponentielle au lendemain de l'ouverture des barrières et des situations fermées du Covid. Ce qui explique que le Kenya peut s'attendre à un taux de croissance peut-être beaucoup plus élevé que celui de plus de 6% pour avoisiner en 2022-2023 7 à 8% et pourquoi pas en 2025 une croissance à 2 chiffres. Donc ceci peut s'expliquer rien que par non seulement la compétitivité de l'économie kenyane mais le fait que le Kenya a une économie hub dans toute l'Afrique de l'Est. Le Kenya a connu une reprise économique relativement forte au cours des 3 premiers mois de 2021. Selon le Trésor public, la reprise économique du Kenya pourrait aussi être attribuée au progrès de la campagne de vaccination anti-Covid-19 qui devait permettre à l'économie de rebondir à plus de 6% en moyen terme. L'enseignement préscolaire des premières années importantes dans le développement intellectuel des enfants, mais au Rwanda, seul un enfant sur 4 a accès à l'école maternelle, des statistiques qui révèlent un réel problème alors que la demande des familles pour l'école maternelle n'a fait que croître au cours des dernières années. Le gouvernement se dit engagé sur la question. Corinne Oné. Alors que les écoles vont bientôt réouvrir leurs portes dans de nombreux pays en Afrique, l'un des défis dans ce secteur au Rwanda est l'augmentation du taux de scolarisation préscolaire en maternelle. Actuellement, les chiffres indiquent que seulement un enfant sur 4 a accès à l'éducation préscolaire, soit 24%. Pour la directrice générale du ministère de l'Éducation, Rose Baguma, l'enseignement préscolaire permettrait de réduire le taux de retard et de déperdition scolaire. Nous avons la vision 2030, la vision 2050, la stratégie nationale de transformation et d'autres engagements en matière d'éducation, qu'ils soient régionaux, continentaux ou mondiaux, y compris les objectifs de développement durable. Cette révision de la politique est nécessaire. Ne pas pouvoir fréquenter le préscolaire déstabilise notre système, mais s'ils peuvent suivre le programme de préparation à l'école et ensuite rejoindre l'école primaire au bon âge, ils peuvent terminer le cycle à l'âge et à l'heure prévue. Certains préalables sont prévus par le gouvernement rwandais pour gagner le pari de l'éducation préscolaire. L'augmentation du nombre d'enseignants dans les écoles maternelles qui sont payées par le gouvernement. L'objectif étant de passer de 33 enseignants à 613 avant la fin de l'exercice budgétaire. Aussi, les parents sont invités à participer activement car l'apprentissage commence à la maison. L'État ou les éducateurs pratiquement prend des dispositions pour la création des écoles de formation des enseignants. Les éducateurs doivent améliorer les centres communautaires préscolaires dans les arrondissements et même dans les quartiers et où les mairies pourraient appuyer ces éducateurs.
La Convention des Nations Unies sur les droits des enfants de 1989, signée pratiquement par tous les pays du monde, dont le Rwanda, reconnaît le droit des enfants à l'éducation dès la naissance. Afin que ce volet de l'éducation soit véritablement utile, des experts suggèrent qu'il devrait s'appuyer sur des modèles pédagogiques pertinents, une éducation ancrée dans la culture locale, une implication des familles et des communautés, mais aussi des programmes de santé et de nutrition liés au préscolaire. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.